messieurs. Nous vous remercions d'être présents à cette conférence de presse que nous organisons le 13 janvier. Donc, le 13 janvier, pour saluer la mémoire de ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Togo, mais surtout pour évoquer l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, démocratiquement élu. Nous avons de la documentation pour vous, parce que comme vous le savez, un de nos problèmes au Togo, c'est de ne pas rechercher l'information. Je ne parle pas de vous, de la presse, je parle de ceux qui devraient s'intéresser à l'information, l'opinion. Et donc, nous disons qu'il est nécessaire d'aller vers l'information, de creuser, de chercher. Nous allons dire un certain nombre de choses ce matin pour permettre d'avancer dans la recherche de la vérité sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. La recherche de la vérité est un devoir patriotique, surtout s'agissant de l'assassinat du premier président du Togo. Nous allons donc commencer, mais avant cela, comme nous sommes au début de l'année, je voudrais présenter en mon nom et au nom de l'ANC nos vœux les plus sincères de santé et de réussite pour vous-même et pour vos familles. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de Sylvanus Olympio et de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que le Togo avance dans la voie de la dignité. Merci. Merci. Je vais tout de suite vous donner lecture du liminaire de cette conférence de presse. 13 janvier 1963 et le meurtre fondateur créa l'impunité, source du mal togolais. L'ANC demande l'ouverture du dossier de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Depuis le 13 janvier 1963, il y a de cela 63 ans, le Togo est gouverné par un système né d'un assassinat, un système fondé sur le mensonge, l'impunité, la falsification de l'histoire et la confiscation permanente du pouvoir. Et le RPT devenu UNIR est l'héritier direct d'un crime fondateur, jamais assumé, jamais jugé, jamais réparé. La conférence des évêques du Togo, CET, dénonçait à juste titre dans son message du 26 mai 2025 l'entêtement du régime RPT UNIR, je cite, à faire croire au peuple
le contraire du vrai. Fustigeant également dans son communiqué de juin 2025, je cite, « La culture du mensonge et de la désinformation qui compromet l'aspiration au vivre ensemble harmonieux. » Fin de citation. C'est-à-dire que les réprobations des évêques sont pleinement justifiées non seulement dans le contexte sociopolitique aujourd'hui, mais également elles sont pleinement vérifiées depuis les origines du mal togolais et tout au long des 63 ans de règne que totalise aujourd'hui le pouvoir autocratique RPT UNIR qui perdure au Togo. Le 13 janvier 1963, le président de la République, Sylvanus Olympio, est assassiné à son domicile par des individus armés. Ce crime n'a jamais été élucidé. Pire, il a été institutionnalisé, récompensé, célébré, libération nationale, et sanctifié par le pouvoir qui en est issu. Ce meurtre constitue le péché originel de la vie politique togolaise et marque l'entrée de notre pays dans une ère de violence politique, d'impunité et de mensonges d'État. Dès le 1er février 1963, soit 18 jours seulement après cet assassinat, les criminels ont été intégrés par le nouveau pouvoir dans l'armée togolaise naissante avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1963. Comme l'attestent les journaux officiels de la République togolaise, numéros 207, 208 et 210 de l'année 1963. Ceux qui s'étaient rendus au domicile du président Sylvanus Olympio pour l'assassiner faisaient partie d'un groupe de 39 militaires d'origine togolaise, démobilisés de l'armée coloniale française, revenus d'Algérie à la fin de l'année 1962. L'assassinat du président Sylvanus Olympio a permis l'ascension du sergent-chef Étienne Eyadema Gnassingbé, en son temps auteur déclaré ayant personnellement revendiqué cet acte devant la presse internationale. Étienne Eyadema Gnassingbé a dirigé le Togo d'une main de fer de 1967 jusqu'à sa mort le 5 février 2005, soit 38 ans durant, avec le concours d'une armée clanique entièrement vouée à sa personne. Il a mis en place un système de dictature implacable porté par le RPT, parti au pouvoir, parti unique, parti État, transformé par la suite en UNIR, mais avec les mêmes méthodes abjectes de gouvernance. À la mort d'Étienne Eyadema Gnassingbé, son fils Faure Gnassingbé hérite du pouvoir auquel il accède en 2005 dans un bain de sang qui a fait plus de 500 morts, d'après le rapport de la mission d'établissement des faits des Nations Unies, conduite par le Sénégalais Doudou Diène. On assiste ainsi à une succession dynastique anticonstitutionnelle et antidémocratique dans laquelle Faure Gnassingbé, sur les traces de son père, vient de boucler 20 années de pouvoir autocratique et clientéliste avec l'inféodation et le verrouillage des institutions, les violations massives des droits et libertés,
la pratique systématique de la violence politique, du mensonge, du double langage, le règne de l'arbitraire, de l'impunité, de l'injustice, etc., de manière à se maintenir indéfiniment au pouvoir. Le régime politique togolais a récemment été transformé en régime dit parlementaire et le pays serait entré dans une prétendue 5e République sans consultation du peuple togolais. Pour se donner l'image d'un régime désormais fréquentable, les autorités togolaises se présentent comme les nouveaux chantres du panafricanisme, allant jusqu'à organiser dans la capitale togolaise, Lomé, le 9e congrès du panafricanisme, à se poser en modèle continental et prétendre donner des leçons d'émancipation au continent africain. En somme, une imposture, une insulte à l'histoire africaine, une insulte à la mémoire de Sylvanus Olympio, qui était un panafricaniste authentique, respecté et reconnu sur la scène internationale, dont l'engagement pour l'indépendance réelle de l'Afrique dérangeait profondément. Raison pour laquelle il a été assassiné. Car le panafricanisme ne saurait être un slogan opportuniste, instrumentalisé à des fins de politique intérieure. Il est une exigence de vérité, de sincérité et de dignité. Il ne se conçoit pas sans une quête permanente de liberté, de justice et de souveraineté réelle. Une illustration de panafricanisme opportuniste qu'affichent les autorités togolaises est donnée par le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Dussey, qui, après avoir quémandé et obtenu de la France une médaille de chevalier de la Légion d'honneur en 2012, ne s'est pas gêné de déclarer à la tribune des Nations Unies en 2023, cherchant à se ménager la sympathie de la jeunesse africaine, au sein de laquelle monterait un sentiment anti-occidental, que, je cite, « les Africains sont fatigués de l'Occident ». Fin de citation. Aucune cohérence politique, aucune conviction idéologique, aucune considération éthique, aucune dignité. La nouvelle posture de champion de panafricanisme des autorités togolaises devrait logiquement les conduire à demander à la France l'ouverture du dossier sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Pourquoi le Togo refuserait-il la vérité sur l'assassinat de son premier président élu? D'autres pays africains ont effectué par devoir de mémoire cette démarche pour connaître la vérité sur des événements de leur histoire. Le Cameroun, son discours tapageur sur le panafricanisme a obtenu des autorités françaises en 2023 l'ouverture des archives sur la guerre menée contre le peuple camerounais dans les années 1945-1971. De même, l'Algérie, pour la guerre d'indépendance, et le Burkina Faso pour l'assassinat de Sankara, ont déjà, à leur demande, obtenu de la France une déclassification du dossier. Pourquoi le Togo ne ferait-il pas une démarche similaire auprès des autorités françaises? Après 63 ans, aucun argument sérieux ne peut justifier le maintien d'un embargo sur les archives. Au demeurant, en novembre 2012,
Monseigneur Nicodème Barriga, qui a présidé la CBJR, considérant l'importance du règlement de cette question dans la normalisation et l'apaisement de la situation socio-politique togolaise, a proposé au gouvernement togolais de demander à la France l'ouverture des archives de 1963 sur l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Cette démarche a-t-elle été entreprise par les autorités togolaises envers la France? Si oui, quel en est le résultat? Sinon, cela ne pourrait traduire qu'une absence de volonté politique de faire la lumière sur cette tragédie. En outre, dans sa déclaration en date du 12 janvier 2023, l'Alliance nationale pour le changement ANC indiquait avec gravité qu'il était temps, je cite, que 60 ans après ce drame, les dossiers classés secret défense en France et ailleurs concernant l'assassinat de Sylvanus Olympio soient déclassifiés pour permettre au peuple togolais de faire le deuil de son défunt président. Je ferme la parenthèse. En conséquence, l'ANC exige solennellement 1. Que le gouvernement togolais demande officiellement aux autorités françaises la déclassification et l'ouverture complète et sans restriction des archives relatives à l'assassinat du président Sylvanus Olympio. 2. Que le gouvernement togolais œuvre résolument à la manifestation de la vérité historique sur les circonstances, les responsabilités et les complicités ayant entouré ce crime politique fondateur. 3. Que le gouvernement togolais engage toutes les diligences politiques et diplomatiques, voire judiciaires, destinées à déverrouiller ce dossier pour enfin libérer la nation togolaise de son passé sombre et non assumé. Car, depuis le 13 janvier 1963, l'ombre du meurtre de Sylvanus Olympio plane sur le Togo. Car, depuis cette date fatidique, un esprit de mensonge, de falsification et de meurtre plane sur notre pays, avec les assassinats ciblés, les disparitions forcées et les massacres de population. Toutes les ruses, tous les subterfuges, toutes les menaces, toutes les atteintes aux droits et libertés, toutes les manipulations politiques et les falsifications de l'histoire sont mobilisées par le système RPT UNIR pour empêcher la manifestation de la vérité sur ce drame. Tout est fait pour repousser cette échéance comme si le système portait une tâche indélébile qu'il veut cacher ad vitam aeternam. L'impossibilité de l'alternance politique au Togo s'explique essentiellement par la volonté d'empêcher qu'un nouveau pouvoir démocratiquement installé ne remonte au meurtre de 1963 pour constater les mensonges qui fondent le système RPT UNIR. L'horreur inacceptable proférée par Faure Gnassingbé en 2005 au décès de son père, je cite, « Papa a dit de ne jamais laisser le pouvoir. » Je ferme la parenthèse. Fin de citation. Fin de citation. Prend tout son sens. Il s'agit d'utiliser tous les moyens pour conserver le pouvoir. Terreur, assassinat, violence de tout genre, fraudes électorales, corruption, etc. Si nous ne réglons pas ce problème, nous nous trompons.
Nous ne serons jamais en démocratie. Un pouvoir né d'un assassinat ne peut pas dire la vérité de lui-même. C'est pourquoi le combat pour la démocratie est indissociable du combat pour la vérité historique. Il est temps que les populations togolaises engagées et mobilisées exigent du système RPT UNIR, héritier politique direct d'Étienne Gnassingbé et Adema, la vérité sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Il est temps que les populations togolaises engagées et mobilisées exigent du gouvernement togolais qu'il obtienne de la France l'ouverture totale et sans restriction des archives relatives à ce crime. Car si la réconciliation nationale tant recherchée procède de la vérité et de la justice, seule la clarification du crime fondateur du 13 janvier 1963 peut offrir la catharsis qui entoure le solennel peuple. Les historiens, les démocrates internationaux à soutenir cette exigence de vérité et de justice historique pour une fois. Certainement, vous avez des questions sur cette déclaration. Le micro est ouvert pour qui veut. Nous connaissons la musique, hein? Non, ça va être difficile. Nom du journaliste, nom de l'organe et la question. Merci. Le micro civil. Bon. Le micro civil. Bon, en attendant que quelques ou peut-être clarification des choses que nous disons. Certains d'entre nous, en raison de notre âge ou en raison de leur âge, ont un avantage. C'est que pratiquement ils ont vécu les faits. Et ils sont intrompables. C'est un avantage. Parce que beaucoup de Togolais, aujourd'hui, si vous voyez la pyramide des âges, vous voyez très bien que beaucoup de jeunes n'ont pas vécu les faits. Et donc, nagent en plein brouillard. Mais nagent en plein brouillard également parce qu'ils ne font pas d'efforts. Il faut qu'on se le dise. Si vous voulez connaître des choses, il faut chercher. Il faut chercher. Et donc, le meurtre fondateur du RPT UNIR, parce que le RPT, il n'est pas un parti comme les autres. C'est deux partis nés du crime fondateur. C'est ce que nous disons, c'est ce que moi je le dis sans frémissement. Donc, il faut rechercher à connaître ce qui s'est réellement passé. Parce que en 1963, ou d'ailleurs jusqu'à présent, on parle de quoi? On parle du coup d'État militaire, avec la mise en place de quoi? De comités insurrectionnels.
ces choses ont été mises en place après. Il y a des gens qui n'étaient pas dans l'armée togolaise, naissante, ça a été dit, qui sont allés dans la maison, au domicile du chef de l'État, de l'époque, du président de la République, pour l'assassiner, et ils l'ont assassiné. Et quelques jours après le meurtre, ils ont été intégrés dans l'armée. Donc, il ne s'agit pas de coup d'État militaire. L'institution militaire, l'armée, n'a pas participé au coup d'État, mais il n'était pas militaire. Et pourquoi tout ça, tout cet habillage? Ça a été un coup d'État, un assassinat maquillé en coup d'État militaire, avec mise en place d'un comité insurrectionnel et toutes ces choses. Alors vous, quels sont j'ai ici, vous avez le journal officiel, numéro 210 de 1963. Vous tous, vous pouvez le trouver, le chercher, en le cherchant. 8e année, 16 février 63. 16 février 63. Et vous avez à la page arrête à la page non, je crois que je ne trouve pas la page 110, à la page 110. Donc vous avez deuxième colonne, arrête numéro 7 du 31 janvier, arrêtez, je dis arrêtez, du 31 janvier 63, portant intégration de la garde togolaise dans l'armée nationale. Bon. Arrêté, article 1er, à compter du 1er février 63, le personnel de la garde togolaise est intégré dans l'armée nationale. Intégration, à compter du 1er janvier 63. Donc c'est effet rétroactif, puisque celui qui dirige le Togo lui-même n'était pas le 1er janvier président de la République. Les personnels désignés ci-après sont intégrés dans l'armée nationale togolaise. Sont intégrés. En français, ça veut dire ils n'y étaient pas. Ils y étaient ou ils n'y étaient pas? Ils n'y étaient pas. Ils sont intégrés. Pas arrêtés. Numéro 4 du 21 janvier 63. Donc, à compter du 1er janvier 63, les personnels désignés ci-après sont intégrés dans l'armée nationale togolaise. Bodjolé Emmanuel, adjudant-chef. Emmanuel Bodjolé, c'était le patron de l'opération, puisque c'est lui qu'on entendait sur les radios à l'époque, avec le discours. Vous avez certainement entendu parler de ça. Nous, on l'a entendu. Moi, Bodjolé, j'entends. Ensuite, donc, Bodjolé Emmanuel, adjudant-chef. C'est l'officier le sous-officier le plus gradé. Vient ensuite Chango Janvier, adjudant. Il a été ministre depuis dans toute cette période-là, on a vu tout ça. Je crois qu'il a été ministre de la Justice, ministre de la Santé, etc. Troisième, c'est qui? Yassine Etienne, sergent-chef. Et puis il y a tout le reste, les AD8, ils sont 39. Toute la liste est ici. Ils sont 39, intégrés, démobilisés dans l'armée coloniale française. Les intéressés auront droit à la solde
et aux indemnités correspondant à leur grade, échelle et temps de service. Bon, on a même ici leur salaire. Rémunération des militaires intégrés dans l'armée nationale togolaise. Numéro tananana. Les personnels ci-après intégrés dans l'armée nationale togolaise, conformément à l'article 1er de la décision du 4 janvier 63, percevront à titre provisoire la rémunération forfaitaire mensuelle suivante. Bojole Emmanuel, 66 000. Chango Janvier, Bojole Emmanuel, adjudant-chef. Chango Janvier, adjudant, 49 000. Suit le troisième. Nyassimbe Étienne, sergent-chef, 44 000. Bon, et ensuite il y a tout le monde, jusqu'à la fin, il y a tout le monde. Les 39, ils sont là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le coup, l'assassinat n'a pas été perpétré par une armée organisée, une armée. Ceux qui sont allés assassiner le chef de l'État dans sa maison n'étaient pas dans l'armée togolaise naissante. Et donc, pourquoi parle-t-on de coup d'État militaire? Parce qu'après, on a mis en place un comité insurrectionnel dans lequel ceux qui avouaient avoir été sur les lieux n'y étaient pas. La majorité n'y était pas. Sur les lieux. Ce sont des choses que nous savons. Et donc, voilà pourquoi nous cherchons, nous voulons, nous disons, il faut ouvrir les archives de 1963, les archives françaises sur l'assassinat du président Sylvanus. Nous demandons. Nous avons entrepris certaines démarches. Peut-être pas nécessaire, il n'est peut-être pas nécessaire d'en parler. Mais vous saurez dans les heures qui vont, ce que nous avons fait pour demander aux autorités togolaises de demander à la France d'ouvrir les archives sur l'assassinat. Pourquoi nous disons ça? Parce que dès que ces gens ont été intégrés dans l'armée togolaise, ils ont été assistés par des officiers français. C'est dedans, hein, c'est tout ça. Si vous voulez lire, vous allez voir. Si vous voulez lire, et vous devez chercher à lire, vous allez voir que ils ont été nommés chefs de ceci, ils ont été nommés, à compter de là, le capitaine Bacon Henri remplira les fonctions de conseiller technique auprès du commandant du bataillon d'infanterie stationné à Lomé. À compter du 25 janvier, l'adjudant-chef Bojole Emmanuel prend le commandement du bataillon d'infanterie stationné à Lomé. Donc il aura comme conseiller. Et donc, comme conseiller, le capitaine Bacon Henri. Tandis qu'il y a Lui, il est adjudant-chef. et son conseiller. Et son conseiller est capitaine. Ça veut dire que c'est son patron. Maintenant, il y a des mots qui suivent. Alors, à compter de la même date, le sergent-chef Eyalema Nyassimbe prend le commandement de la première compagnie d'infanterie stationnée à Lomé. À compter de la même date, le lieutenant Benoît Alain remplira les fonctions de conseiller technique auprès du commandant de la première compagnie d'infanterie stationnée à Lomé. C'est-à-dire, on les a affublés
d'assistants qui ont un grade plus élevé que le leur. Toutes ces choses, Et c'est lui qui a tout fait pour me faire monter. nous devons le Sa mission, savoir. c'était ça. Nous devons le savoir. À compter de la même date, le lieutenant Lorenzi Antoine remplira les fonctions de conseiller technique auprès du commandant de la 2e compagnie d'infanterie stationnée à Lomé. Donc il sera attaché à Tchango Janvier. Voilà. À compter de la même date, l'adjudant Chango Janvier prend le commandement de la 2e. C'est-à-dire on les prend, numéro 1, Boudjolé, numéro 2, Chango, numéro 3, Étienne et Yarima, dans le grade. Parce qu'après, dans la ruse, pour prendre les choses en main, c'est Yarima. Alors, ces choses, il faut que ça soit dit. Celui qui ne veut pas affronter la vérité, ben, il se laisse manipuler et il est un petit esclave du menteur. Et il est temps pour nous autres au Togo, si nous voulons connaître la vérité, de nous départir de cette peur qui nous empêche de vivre en citoyen digne. Voilà. Je ne sais pas si M. Dupuis veut ajouter quelque chose. Oui, très rapidement. Tout à l'heure, le président disait que certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir connu cette période. Je peux vous dire que non seulement j'ai personnellement connu cette période, j'ai très bien connu le commandant Major, qui était ami de mon père, et que j'appelais aimablement tonton. J'ai connu avec le secrétaire général de l'ANC, Jean-Claude Delava-Kojo, M. Tachon, ses enfants, ses filles. On était amis. Ses filles. Ses filles. On était amis. Le lieutenant Lorenzi, on le connaissait, puisqu'on était au collège Saint-Joseph. Et d'ailleurs, on a fait notre communion solennelle ensemble. C'était des amis. Ils venaient chez nous. Donc, en parlant de cette période, nous savons de quoi nous parlons. Ce sont des gens que nous avons approchés. Comment dit-on, on ne va pas les citer tous, mais nombreux sont ceux qui venaient déjeuner chez mes parents. Mes prières venaient chez mes parents. Donc il est important pour nous de savoir la vérité. Malheureusement, tous ces gens-là sont aujourd'hui décédés. Et le fait, comme l'a souligné le président national, que très rapidement, quelques jours seulement après l'assassinat de Sylvain Mussolini, président de la République, la France a dépêché ses officiers, la plupart étaient déjà sur le terrain, pour assister ceux qui ont commis cet affreux crime. Dans quel but la France a exercé cela? Pourquoi? Je ne veux pas dire que c'est un coup organisé par telle ou telle personne, mais ce que je sais, c'est que ce crime a été opéré par des Togolais issus de l'armée française, mais qui n'étaient pas dans l'armée française au moment du coup. Voilà le point le plus important
C'est pour cela que nous devons chercher à comprendre ce qui s'est passé pour notre futur. Parce qu'aujourd'hui, on nous ment, on nous sert des montages grossiers. Pendant longtemps, on a parlé du RPT, parti unique du Togo. Ayant vu à un moment donné que ce parti-là, ce nom-là, dérangeait les Togos, on nous a rendu unis. Mais en faisant toujours la même chose, la même politique, le RPT uni est la continuité du RPT. Si vous pouvez le mettre sur République of Togo, ce serait fort intéressant. On nous vend la paix, la colonne de la paix, la rue de la paix, la ville de la paix. Mais de quelle paix nous parle-t-on? De quelle paix nous parle-t-on? Ce n'est pas la paix pour le Togolais. Ça veut dire, dans leur langage, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Nous gérons pour vous. Vous n'avez pas à vous occuper de ce que nous faisons. On nous parle de la réconciliation, on l'organise. Mais de quelle réconciliation on nous parle? On ne nous parle pas de... On ne réconcilie pas deux personnes quand on ne sait pas, on ne connaît pas les raisons de leur querelle ou de différends. Aujourd'hui, c'est ainsi. On organise des dialogues qui en réalité ne sont que des monologues. On organise des élections fondées à ciel ouvert. Tout le monde le sait. Les vidéos sont là. Mais personne n'est inquiété. Parce qu'on ne veut pas organiser des élections transparentes, libres et équitables. On a créé une CENI supposée indépendante, mais depuis que la CENI existe, la majorité de ceux qui sont sur RPT unis et les présidents du RPT unis. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est tout simplement, comme le dit d'ailleurs ces déclarations de l'ANC, c'est parce que ceux qui régent ce pays depuis plus de 60 ans, n'ont qu'une seule préoccupation, éviter l'alternance politique pour que la vérité sur le crime originel de ce régime ne soit connue par le peuple togolais. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que le Togo retrouve la paix, La vraie. retrouve la réconciliation, et je dis, en évitant autant que possible la chasse aux sorcières, il faut la vérité, et toute la vérité. Je vous remercie. Le micro circule, hein? Oui. Le micro circule. Oui, c'est Sidon, du site de la Bruite. Vous avez peut-être bien fait de demander la déclassification totale des archives pour connaître la vérité vraie autour de cette affaire. Mais moi, ma question, c'est ce tango autour de la responsabilité de l'assassinat de Sylvain Sonuti. Aujourd'hui, on dit c'est Yadema. Demain, une autre version vient dire ce n'est pas Yadema, c'est Maître. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui vient dire ceci. Alors, je voudrais savoir, peut-être que vous avez fait un travail autour de ça. Mais est-ce que vous comprenez peut-être ce va-et-vient? Francis.
Moi, c'est Sylvie, vision métier. Hein? Sylvie, vision métier. Kosivi? J'aimerais répondre à la question de notre confrère. N'est-il pas quelqu'un vivant actuellement dans le quartier où nous racontons le fait, l'assassinat de Sylvain Soulou? Bien. Ça est. Non, mais attends, on attend de. En fait, moi c'est Peter. Je souhaite à tous une belle et sainte année 2026. Je voudrais demander plus précisément, je voudrais répondre à cette question spécifiquement sans écarter, s'il vous plaît. Pourquoi vous demandez la déclassification de ce dossier? Vous demandez au gouvernement de demander la déclassification de ce dossier. Bien, nous allons retourner à la table et après, nous pourrons revenir. Monsieur le Président, vous avez le micro. Bon. La première question, c'est pourquoi ce tango? C'est peut-être une valse. Moi, je ne suis pas spécialiste de danse, Monsieur Dupuis. C'est tango, c'est valse, c'est quoi? Pourquoi le va-et-vient? C'est ça qu'il a dit, le va-et-vient. Mais c'est simple. L'homme ment beaucoup. L'homme est un petit menteur. L'homme ment pour se sortir d'affaires. C'est comme ça. Malheureusement, certains d'entre nous ont une bonne mémoire. Et certains d'entre nous, sans se dire qu'ils seraient aujourd'hui en train de vous expliquer quelque chose, se sont beaucoup documentés. Se sont beaucoup documentés. Ce qui, au début, l'assassinat de Sylvain Soligno par Gnassingbé et Aguiman ne posait aucun problème. Parce que lui-même l'a revendiqué devant la presse internationale. Et le monde, ils étaient tous là, quelques jours après l'assassinat, ils étaient là. Et l'auteur autoproclamé ou l'auteur déclaré faisait beaucoup de déclarations. Et donc il disait, oui, bon, nous, on est allé chez lui et puis on a mis fin à sa vie, on l'a tué. Et il a refusé d'avancer, beaucoup de versions. Beaucoup de versions. Puis le temps passant, culte de la personnalité étant, l'auteur déclaré se dit, ce n'est peut-être pas une bonne chose de dire qu'on a assassiné quelqu'un. Et il dit, c'est pas moi. Malheureusement, les Français sont là, la presse internationale. Le Monde, Le Figaro, Témoignages chrétiens qui est un journal français, La Croix, qui est un journal français, toute la presse internationale était là. Et le monsieur disait, oui, c'est moi. Et d'ailleurs, son ascension fulgurante exprime bien que c'est lui, puisque tous ceux qui étaient devant lui se sont effacés après. Le Jordan, moi, Boudjoulé Jordan, on n'entend plus parler. Emmanuel. Ensuite, il y a Shango. Donc, il a revendiqué. Et puis après, il a dit, c'est pas bon,
Moi j'ai lu, si vous prenez tout ce qui s'écrivait par eux-mêmes, l'historiographie du RPT, après, on disait, ouais, voilà, il a escaladé le mur, paf. Vous avez vu, il était une fois, il y a les mailles, toutes ces choses. Et il y a Olympio en train de sauter le mur. Et il a dit toutes ces choses. Nous avons fait ceci. Puis après, il a commencé à battre en retraite dans le livre de... Vous savez, Claude Feuillet a écrit un livre sur... Je ne me souviens pas s'il a dit que... Claude Feuillet, il a dit que c'est Yarima, il n'a pas... Mais, dans les début des années 80, quand il a commencé à battre en retraite, il y a un livre, comment on appelle ça? Un livre entretien avec Jean-Louis Remieux. Avec Jean-Louis Remieux, dans lequel il a dit, bon, on était là, puis il était devant nous. Allez chercher Jean-Louis Remieux, parce que je l'avais en 2 exemplaires, je l'ai prêté à des gens, puis je l'ai lu. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez un bon livre, gardez-le. Et il a dit, bon, dans le groupe, le feu est parti. Et Jean-Louis Remieux lui demande, en somme, c'est un accident, quoi, il dit oui. Bon, des gens qui n'étaient pas dans l'armée vont au domicile du président de la République et il y a un accident. Bon, c'est quoi ça, un accident? Au domicile. Et je me souviens, j'avais lu dans Togo Presse une interview du capitaine Kofi Congo, bombardé, porte-parole du comité insurrectionnel. Ce que j'ai lu à la Bibliothèque nationale, Togo Presse, Bibliothèque nationale. Et Kofi Congo disait, là-bas, et puis, il n'y était pas. Vous voyez? Il n'y était pas. Bombardé, porte-parole du comité insurrectionnel, on essayait d'organiser quelque chose pour que l'assassinat ne paraisse pas un assassinat par des civils. On dit on est allé là-bas, et puis, voilà, et le président, il s'est mis à courir. Le président ne s'est pas comporté en homme d'État. C'est ce qu'il a dit. Il n'était même pas là, sur le site. He wasn't there. Il n'était pas là. Il a dit. Puis, bon, moi je l'ai lu, et on l'a interrogé, et puis il a ajouté lui-même, c'est un accident de travail. De travail, c'est son travail d'aller au domicile du... Il n'en savait rien. C'est ce qu'on lui a dit de dire. Donc, le tango, je vous reviens à la question, celui qui a utilisé le terme tango est venu, c'est que quelqu'un a dit c'est moi, et puis après il s'est dit c'est pas une bonne chose de dire, d'affirmer qu'on a tué quelqu'un. Puis il a voulu mettre de l'eau dans son verre, puis il a dit ce n'est pas moi, mais enfin, on était tous là, et puis dans le groupe, le feu est parti. Le feu est parti dans le groupe, mais il a commencé à avouer que ce n'était plus lui. Et je ne vois pas pourquoi il a dit. Moi, je me souviens, quand vous écoutez les gens sérieux, je me souviens le 13 janvier, un des 13 janvier récents, le professeur Goé a dit, moi, nous sommes des historiens. Il a affirmé que c'est lui. C'est lui. Après ça, vous savez, nous, surtout nous autres Togolais, on n'aime pas dire on dit ce qu'on ne peut pas prouver. C'est ça.
C'est les 30 millions de Jean-Pierre Fabre. Ouais, c'est ça. On dit ces choses. C'est nous autres Togolais. Et donc, le va-et-vient, c'est normal. Quelqu'un qui a assassiné au début l'émotion et tout ça, ouais, c'est moi, je suis ceci, Tarzan, je ne sais pas quoi. Et puis après, il a dit, avec le temps, il devenait le timonier, tout le reste, et puis il a dit, non, ce n'est pas moi, je fais partie dans le groupe. Prenez Jean-Louis Remieux. Il a dit ça. Il a commencé à battre en retraite. Donc, est-ce qu'on comprend le va-et-vient? Ouais, bon, l'homme ment. L'homme est comme ça, il ment. Alors, pourquoi parlons-nous de crimes fondateurs? Mais le système dans lequel vous vivez là aujourd'hui, il est fondé. C'est le crime là qu'il a fondé. Que ça soit bon ou ça soit pire, le crime a fondé un système. Un système basé sur le mensonge d'État. Le premier mensonge, c'est coup d'État militaire. Et on vit là-dedans. Mensonge d'État. Le premier problème, et qui traîne jusqu'à aujourd'hui, et la raison pour laquelle nous parlons de fondateurs, c'est l'impunité. Nous disons, et le crime fondateur créa l'impunité. C'est ça. Fondateur. On ne fonde pas seulement de bonnes choses. On peut fonder de mauvaises choses. Monsieur Tino, ouais, fonde de mauvaises choses. C'est le crime fondateur. Le crime qui a fondé le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est quoi? Les mots changent. Les mots. 5e République, nanana, 4e République. Est-ce que le système a changé? Les mots changent, mais le système ne change pas. C'est pour ça que nous disons, il faut mettre fin à ça. Tant que le système sera comme ça, et que le système fera peur, et que M. Faure-Gnassingbé peut se lever un matin et dire, j'ai rêvé que si je change la 4e République, si je dis que c'est la 5e République, bon, je peux rester longtemps au pouvoir. C'est ça. Et donc, c'est ça le truc. On dit, c'est le crime qui a fondé le système. Il l'a fondé. Le mensonge fondateur. Le RPT unir est l'héritier de quoi? De l'assassinat. Et si on a peur de le dire, mais on n'avancera pas, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc, voilà, je vais peut-être laisser la parole à M. Dupuis. Il faut quoi? Ah non, il faut un certain âge pour comprendre. Non, il faut vouloir comprendre. Il ne faut pas un certain âge pour comprendre. Je dis, nous avons un avantage. Écoutez, je me souviens du coup d'État de 63 comme si c'était hier. Donc, je peux dire des choses. Je peux dire des choses. Je me souviens des militaires debout dans leur jeep, circulant sur le boulevard. Debout, tapant les gens. Mais, je me souviens de ça. Moi, Modjole Jordan, je me souviens. Donc, certains d'entre nous, Dieu les a préservés pour qu'ils témoignent. Et donc, nous témoignons. Et donc, il ne faut pas un certain âge, il faut vouloir la vérité. Il
faut poursuivre la vérité. Bon, je dis, nous avons un avantage. Et ceux qui sont encore un peu plus âgés que moi, ils ont encore un avantage de plus sur toi. Merci, Monsieur le Président. Je vais rebondir sur ça avant d'attaquer la suite. En effet, j'avais 14 ans. On comprend bien les choses. En 1963, j'avais 14 ans. Et ce matin-là, il y a 3 femmes qui sont allées voir le père Bibi. Ils sont allés dans la maison pour accompagner le corps jusqu'à nous. Il s'agit de la sœur de Sylvanus Olympio, même père, même mère, c'est-à-dire la mère du président de la Fédération internationale ANC aux États-Unis. Je veux parler de Placide da Silva, de Madame Fabre, la maman du président national, et de ma mère. Tout à l'heure, le président parlait des militaires qui paradaient dans les rues. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui où on voit des hommes en armes à tous les coins de rue. C'était la première fois que dans la ville de Lomé, on voyait des hommes en tri avec des casques. C'était la première fois. Ils étaient dans des jeeps Willis. Nous l'avons vécu. Quand la question est posée à savoir s'il a été assassiné à son domicile ou ailleurs, est-ce que c'est le plus important? Je dis non. Parce que quand vous vous intéressez un peu à cette date-là, vous verrez que entre le début du coup d'État et l'assassinat réel du président de la République, il s'est passé 8 heures. Une chasse à l'homme qui a duré 8 heures. Vous vous imaginez ce que ça représente? Cet homme a été pourchassé pendant 8 heures. Ils sont partis, ils sont revenus pour aller l'achever. Mais c'est ça la réalité de l'histoire. Oui, c'est vrai, on sait où il a été assassiné. Mais quand vous êtes suivi par une horde de gens qui veulent à votre peau, peu importe où vous allez vous cacher pour éviter qu'on vous assassine. La question a été posée relativement au grade de Étienne et Adémon, parce qu'à l'époque, Niassibé n'existait pas dans son état civil. Si, puisque... Il s'appelait Étienne et Adémon, c'était ce qui était connu le plus longtemps. Il avait 27 ans. Il était démobilisé de l'armée française. Mais dans l'armée française, le jour où vous êtes démobilisé, où vous quittez l'armée, on vous donne le grade supérieur. Ce qui veut dire que Étienne et Adémon Niassibé, dont on parlait tout à l'heure, sergent-chef, en réalité, était sergent au moment de la démobilisation. C'est ce que cela veut dire. Alors, imaginez-vous un peu qu'un jeune de cet âge, qui a vécu hors du pays pendant des années au Bénin et puis après dans l'armée française, comment il a pu constituer une équipe avec une idée politique pour aller assassiner un chef d'État. C'est une question qu'on doit se poser. On doit s'interroger sur le crime fondateur. Oui, c'est quoi un crime fondateur? Quand vous bâtissez une maison, il y a une fondation. Si votre fondation est solide, votre maison reste solide, mais si elle n'est pas solide, elle peut s'écrouler à tout moment. La fondation de ce régime, c'est ce crime-là. Et la vérité que nous cherchons, c'est cette fondation de ce régime.
président vous parlait tout à l'heure du mensonge, les mots utilisés pour endormir le peuple. On avait pendant longtemps, depuis son père jusqu'à l'année dernière, un régime présidentiel. Du jour au lendemain, on passe à un régime parlementaire, dit parlementaire. Mais en réalité, c'est toujours le régime présidentiel. Ah oui, c'est toujours le régime présidentiel. Les mots changent même. Les mots changent, mais la réalité existe. Hein? Le président de la République, factice qu'on a mis, mais en réalité, le président du Conseil est président de la République, avec tous les pouvoirs d'un président de la République. Dans un système présidentiel. Dans un système présidentiel. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous, Togolais, nous puissions connaître la vérité sur ce crime fondateur. Il est important, on nous demande, Peter Dobé nous demande, pourquoi demander la déclassification. Mais avant ça, on nous demande quand et pourquoi ça a été déclassifié. Ben, Ça a été. généralement, dans un État, il y a toujours des dossiers classés secret défense. La France l'a prouvé à maintes reprises. Nous avons cité quelques exemples dans la déclaration. Il y a eu le Cameroun, il y a eu l'Algérie, il y a le Burkina Faso. Le Burkina Faso a demandé à la France de déclassifier l'assassinat de Sankara. Mais après l'assassinat de Sankara, personne n'a parlé de l'implication de la France dans l'exécution du crime. Mais à la demande du gouvernement burkinabé, la France, M. Macron a accepté de déclassifier le dossier et a donné toutes les informations sur l'assassinat de Sankara. La Belgique déclassifié l'assassinat de Lumumba. La Belgique a présenté des éléments au Congo qui est 3 ans après ce ignoble d'ouvrir les dossiers, de permettre à la génération future, tout à l'heure vous demandez s'il était nécessaire d'être des vieux comme nous pour pouvoir parler, non, pour vous permettre à vous, aujourd'hui, à nos enfants, de connaître la vérité sur leur histoire. C'est seulement ainsi que nous allons pouvoir continuer à vivre ensemble. La question a été posée de savoir pourquoi on demande la déclassification. C'est dans le texte. Nous avons dit l'impossibilité de l'alternance politique s'explique essentiellement par la volonté d'empêcher qu'un nouveau pouvoir démocratiquement installé ne remonte au meurtre de 1963 pour constater les mensonges qui fondent le système RPD. Cela veut dire en termes clairs que tant que cette vérité ne sera pas connue, il serait difficile de penser à une alternance politique crédible dans ce pays. Voilà, c'est la catharsis dont on parle. Il faut ouvrir. D'ailleurs, le régime RPT uni l'a bien compris, c'est pour ça qu'on a créé la CVJR. Mais ça aussi, il ne s'agissait en réalité qu'un abus de langage. Un enfumage. Un enfumage. Ce truc mis en place n'a jamais permis ni la vérité, ni la justice, encore moins la réconciliation. C'est pas celui qui dirige qui enfume. Et nous avons dit dans notre texte, nous avons cité Monseigneur Barida qui a présidé cette institution. Et lui-même a reconnu que pour aller plus loin, il fallait connaître la vérité sur cet assassinat. Ouais. Mais que lui,
En tant que président de cette institution, il ne pouvait pas demander cela directement, raison pour laquelle il a demandé au gouvernement togolais de demander la déclassification du dossier relatif à l'assassinat de Sylvain Soumika. Voilà. La question a été posée si les anciens pouvaient intervenir, expliquer. Je dis non, il y a des historiens, il y a beaucoup de personnes. Malheureusement, notre grand frère, Tété Godwin, qui a fait beaucoup de recherches, qui a beaucoup écrit sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, aujourd'hui, avec son grand âge, n'est certainement pas en état de pouvoir vous faire un exposé sur cette situation. Je dis que moi j'avais 14 ans, je connais un pan de cette histoire, mais m'arroger un historien de venir exposer comment les choses s'étaient réellement passées serait un peu présomptueux de ma part. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter un élément qui me semble important sur la question qui relève du tango, comme l'a caricaturé le journaliste qui a posé la question. C'est vrai qu'au début des années 80, la peur et la conscience dérangée de l'auteur l'ont amené à tenter de se désolidariser du crime. Mais après les années, à partir des années 90, surtout à l'approche de l'élection présidentielle de 2003, il avait compris et fait l'état des lieux que les Togolais étaient beaucoup plus liés à leur premier président, Sylvanus Olympio, et ils cherchaient à avoir un peu d'estime en tant qu'humains et désattirer un peu de faveur des Togolais en déclarant donc qu'il n'en était pas l'auteur de cet assassinat. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas seulement humain, mais cela était aussi lié à des avantages politiques. Et vous avez vu que certains Togolais, en commençant par dire que peut-être que ce n'était pas lui, lui trouvent donc des circonstances atténuantes. Donc c'était bien calculé de sa part. Bon, le conseil spécial vous a dit que le fait d'aller chercher le président à son domicile, c'était pour l'assassiner. S'il avait trouvé à son domicile, il aurait assassiné là-bas. Donc, quand on dit qu'il a été assassiné chez lui, ce n'est pas une fausse information, même si à l'achèvement de l'acte, ce n'était plus à son domicile, c'était la même chose. Ok? Pourquoi faut-il déclassifier ces archives-là? Il ne faut pas un peuple qui méconnaît son histoire ne peut pas avancer. Nous disons que ce crime est l'acte fondateur de la dictature que nous vivons. Si nous voulons construire un état de droit, il nous faut repartir sur de bonnes fondations. Celles qui ont été posées par les pères de la nation de l'indépendance du Togo. C'est le seul facteur qui peut garantir le mieux vivre ensemble et l'état de droit. C'est vrai que ce crime caché, ce crime qu'ils essaient de cacher les origines,
leur permet de rester indéfiniment au pouvoir. Une fois que cela aura été élucidé, ils n'auront plus de quoi servir à ceux-là qui continuent de les soutenir. Mais, fondamentalement, il nous faut une bonne fondation. Et elle ne peut être réalisée que par la vérité sur l'assassinat de notre cher président Sylvanus Olympio. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être ramener la compréhension de cette conférence de presse terre à terre. En quoi disant le test là-dessus, Paul Nassingbe, en prenant le pouvoir, et moi je l'ai toujours dit, Papa a dit de ne pas laisser le pouvoir. Papa a dit de ne pas laisser le pouvoir. Un papa qui prenait le pouvoir dans ces conditions-là en son temps. L'assassinat de Sylvanus Olympio, et qui à un moment donné prenait la responsabilité et le déclarait lui-même d'avoir participé, d'avoir assassiné celui-là, et qui dit à ses enfants, ou bien à son enfant, de ne pas laisser le pouvoir, de ne jamais laisser le pouvoir. Cela explique le texte. Il faut qu'on trouve une solution, qu'on trouve la vérité de celui qui a assassiné Sylvanus Olympio. Pourquoi a-t-il dit à son enfant, pourquoi a-t-il dit à ses enfants de ne jamais laisser le pouvoir? Alors, pourquoi organise-t-on alors au Togo des élections? Si on dit publiquement, papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir, pourquoi organise-t-on les élections? Du cinéma. Pourquoi est-on parti d'un régime présidentiel, semi-présidentiel, et aujourd'hui à un régime d'ivoire parlementaire? C'est pour cacher l'assassinat qui a eu lieu. Parce qu'on sait que, à partir du moment où les Togolais seront que, c'est celui-là qui a assassiné Sylvanus Olympio, les gens seront découragés, il n'y aura plus de soutien. Et je vous rassurer ici. Un ministre du gouvernement, vous a dit que si vous voulez prendre le pouvoir, passez par les armes. Vous avez oublié? Ces deux phrases-là, moi je les oublie jamais. Un chef d'État qui dit, papa dit de ne pas laisser le pouvoir. Et un ministre du gouvernement qui dit, si vous voulez avoir le gouvernement, prenez les armes. Et ce ministre n'a jamais été sanctionné. Mais ces deux éléments prouvent que ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'en quittant le pouvoir et laissant le pouvoir à une autre équipe, et cette vérité va éclater. Donc il ne faut jamais laisser le pouvoir. Donc il faudrait que les Togolais prennent leurs responsabilités et que le travail se fasse dans ce sens-là. Il faudrait se mobiliser de manière à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités pour demander la France de déclasser les jeunes. Merci. Merci. Je crois que nous allons, juste pour conclure, citer le Bissau-Guinéen qui était présent au 9e congrès du panafricanisme, Sifiwe Baleka, a replacé son propos dans une perspective historique, rappelant l'assassinat du premier président du Togo. Ce n'est pas un francophone. Hein. Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, présenté comme l'un des pères fondateurs du panafricanisme moderne, aux côtés de Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, Olympio incarne, selon lui, je cite, le crime originel qui aurait détourné le Togo de la voie de la dignité et de la justice. Ça, c'est un étranger qui le dit, hein, c'est pas à nous. On ne connaissait même pas son existence. C'est quoi? Sifiwe Baleka. Il a dit dans la salle. Puis il y en a un qui est allé pleurnicher pour obtenir la décoration chevalier de la Légion d'honneur et qui aujourd'hui
dit que les Africains sont fatigués de quoi? Sont fatigués de l'Occident. Bon. Bref, tout ce qui se passe, beaucoup de cinéma, c'est du cinéma, du mensonge, depuis 63 jusqu'à présent. Il faut qu'on en finisse avec le mensonge. C'est tout ce que nous voulons. Nous sommes la risée du monde entier. Parce que les armes nous font peur. Et c'est normal. C'est normal. Il y a des gens qui mentent tout le temps avec des armes tues. Le crime est devenu ordinaire. L'assassinat est ordinaire. À cause de l'impunité du crime fondateur. C'est tout. Donc, nous avons entrepris un certain nombre de démarches et nous vous le ferons savoir très prochainement dans quel sens tout ça a été mené. Merci. Y a-t-il des questions? Je pense que nos amis s'il y a des questions, on prend et puis sont satisfaits parce que moi, j'ai Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais c'est bon. ça va, ça va. bon, L'essentiel. l'essentiel a été dit tout à l'heure. Nous allons nous retrouver à la cathédrale pour prier pour le retour de l'amour de Sylvanus. Je crois que tous les Togolais devraient le faire. Parce que celui-là, s'il avait gouverné le Togo pendant 5 ans, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Il était en avance sur son époque. J'oublie de vous dire, on va vous distribuer les journaux officiels. Vous verrez là-dedans une information très intéressante. C'est sur la création de la Banque centrale togolaise, décembre 62. Je ne sais pas où ça se... La création de la Banque centrale togolaise, C'est pas bon ça. c'est... Le 210, je crois, ou 209. Ouais, ça c'est 210. 209. C'est 210. Ou peut-être 207. 206. 206. 206. 206. Ah ouais. Loi numéro 62-20 du 12 décembre 62 portant création de la Banque centrale du Togo et Provence. Celui-là, c'est une perte immense. C'est une perte immense. On a essayé avec un narratif pour le salir. Bon, on sait ce que c'est que le régime togolais quand il veut salir. Ils ont inventé plein de choses. Mais avant, Yarima disait aux gens, il n'aime pas les gens du Nord. C'est vrai. Because Yarima ne savait pas que ça méritait du Nord. Il disait ça. Quand ils ont appris que ça méritait du Nord, ils se sont tués. Et sa mère n'est pas en deçà de Kara, au-delà de Kara. Donc, vous verrez bien, c'est dans le numéro 206, page 2. Je voulais juste vous dire que Yarima n'était pas au Togo pendant les 2 ans et demi que Sylvanus Olympio a été président de la République. Il n'était pas au Togo. Il était dans... Sylvanus a été président de la République en gros de 1960. 58. Oui, de 58
Bon, En 1960, Premier ministre. Premier ministre et puis président de la République. En 61, il a été assassiné au début de l'année de 63. Il n'a même pas fait 3 ans. Alors, pour terminer, nous allons vous distribuer ces documents, mais pas l'intégralité des journaux officiels, parce que ça fait un dossier comme ça. Nous avons photocopié la première page et les textes qui nous semblent intéressants. Maintenant, si vous voulez qu'on vous donne le dossier complet, vous pouvez faire la demande auprès de Francis Péco qui vous aidera à avoir le dossier complet. Ça fait à peu près ça, ça fait plus de 100 pages. Merci. Donc Francis va distribuer les... Et moi je vais... Je dois partir. Tranquillement, Tu vas à la messe. mes collègues, Avec le ministre de l'administration territoriale. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Tu prends une copie de cette unité. les documents. Déjà, je suis à tes